Parcours intérieur, le podcast de la Fédération française de golf qui vous dévoile tous les secrets de la préparation mentale. Débutants ou joueurs confirmés, calmes ou colériques, nous avons tous un jour tremblé club en main. Mais que se passe-t-il là-haut, lorsque nous nous retrouvons seuls face à cette petite balle blanche ? Comment expliquer ces moments d'euphorie et ces périodes de doute récurrentes sur les parcours ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette série de podcasts consacrée au mental. Bienvenue dans Parcours intérieur. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à la différence de mental entre les champions et les amateurs. Au-delà de leurs compétences golfiques pures, de leur swing, de leur physique, les meilleurs golfeurs se distinguent par leur faculté à gérer leurs émotions, à encaisser les coups durs, à contrôler leurs nerfs dans les moments les plus intenses. Devenu une expression courante, ce mental de champion fascine le commun des mortels tout autant que leur propension à planter les drapeaux. Mais comment l'ont-ils construit ? Y a-t-il une part d'inné ou est-ce le fruit d'un travail acharné ? Makis Chamalidis, docteur en psychologie, qui accompagne sportifs et entraîneurs de haut niveau depuis 25 ans, va nous aider à alimenter la discussion et à appréhender ce qui caractérise le mental des champions. Le champion, c'est quelqu'un qui y va, en fait. Il voit, il décide et après il fait, en fait. Je crois qu'ils sont surtout capables de prendre des décisions avant un coup, c'est-à-dire d'analyser la situation. Ils passent beaucoup de temps derrière la balle, en fait. Et après, une fois qu'ils ont pris une décision, ils s'y tiennent et ils jouent assez vite. Une fois qu'ils se sont installés devant la balle, qu'ils ont fait un ou deux regards, derrière, ils tirent le rideau et ils se disent, ils jouent le coup, en fait. On joue le coup, adviendra ce qu'il adviendra. C'est vraiment cet état d'esprit-là, en fait. Benoît Ducolombier, l'un des meilleurs coachs français, qui a entraîné bon nombre de joueurs professionnels et amateurs, vient de nous décrire ici les qualités essentielles d'un champion. Mais vous, Makis, qui êtes un expert dans le domaine de la psychologie du sport, comment définiriez-vous un champion ? Bonjour Christelle. Alors le mot champion, on l'entend souvent pour un enfant de 5 ans comme pour un champion du monde. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le cheminement qui fait qu'une personne va à un moment donné marquer les esprits, marquer son sport avec son palmarès, sa personnalité. Et donc, c'est pas donné à tout le monde. Je dirais même, c'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on est champion. On est vraiment dans la partie extraordinaire, dans l'excellence. Et moi, ce que j'ai observé, c'est des personnalités assez complexes, voire même ambiguës, qui sont d'habitude pauvrement ou mal décrites et peu comprises. Donc, dans l'inconscient collectif, c'est des gens qui sont associés à des super-héros tout-puissants, qui ne doutent jamais, alors même que ces icônes peuvent parfois manquer de sérénité. Et donc, je pense que c'est des gens qui sont vraiment habités, qui se sont investis d'une mission, mais qui ont aussi un plan, une forme d'intelligence, une discipline, de l'orgueil. Et voilà, ils sont dotés d'une intelligence émotionnelle. Donc, tout le monde ne peut pas dire « je suis champion ». Mais on peut essayer de développer un côté champion parce qu'on va chercher à être excellent dans un domaine en particulier. Je veux rebondir sur votre idée d'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai, c'est un concept assez courant maintenant, limite un peu à la mode, mais moi j'ai envie de commencer par dire que c'est des gens qui ont un côté hyper doué, hyper sensible, hyper actif, hyper rapide, hyper malin, parfois aussi hyper seul. Sans entrer dans le détail, c'est des gens qui sont aussi sur le fil du rasoir, mais qui savent s'entourer, qui savent faire la part des choses, qui savent aussi sortir d'un côté entre deux, où parfois on est en conflit intérieur. Je veux gagner, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Donc, ils ont résolu ces questions-là. Donc, c'est une grande faculté d'adaptation en fait à l'environnement. Complètement. Et donc, c'est des gens qui cherchent, qui savent identifier qu'est-ce qui va leur permettre de passer leur prochain cap, que ce soit dans l'entourage, dans le planning, dans la technique, et aussi ce qui leur donne de l'énergie. J'aimerais revenir plus précisément sur les principales caractéristiques mentales du champion. Quand vous dites notamment « ils sont habités »,
Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est des gens qui vont aller plus loin que le simple sportif parce que ils sont investis d'une mission. Alors, ça peut paraître un peu existentiel, mais ils défendent autre chose que simplement gagner ou perdre. Ils défendent une idée qui leur est parfois intime, parce que jeunes, par exemple, ils ont entendu de toute façon tu vas jamais y arriver. Donc leur combat, c'est de prouver que je peux y arriver. Je pourrais vous citer plein d'exemples, mais c'est quand même très lié à son roman familial, d'où je viens. Qu'est-ce que j'ai à prouver à moi-même, aux autres, et ça se fait ensuite sur un plan quasi obsessionnel. L'envie, le besoin de prouver, ce qui fait que c'est des gens qui ne lâchent pas, des gens qui sont jusqu'au boutistes, qui vont aller dans les extrêmes et qui restent sur ce fil du rasoir. Et ils ont aussi un plan d'action pour mener à bien leur mission. Parfois, on entend avant une compétition, j'espère que ça va bien se passer. Évidemment, ça veut dire que je n'ai pas de plan. C'est la roulette russe quand j'espère que ça va bien se passer. Le but, c'est de s'accrocher à un plan, à une feuille de route, à une identité qu'on va défendre bec et ongle, indépendamment du déroulement de la journée, du score, du leaderboard. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez aussi participé au livre du célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik intitulé « Sport et résilience ». Pensez-vous que les champions ils soient plus résilients que la moyenne ? Oui, si on entend par résilience cette capacité d'adaptation d'une personne, au départ, c'est suite à un traumatisme, mais là, l'idée, c'est quand même de pouvoir s'accrocher là où les autres commencent à baisser les bras. Comme cette fameuse pub Duracell, on va jusqu'au bout, on tient. On est aussi performant dans l'endurance mentale, dans l'idée d'aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faut effectivement avoir des ressources, mais aussi un plan qui tient la route. Donc, si j'ai quelque chose à défendre qui va au-delà du résultat, ça peut me donner un plus d'énergie là où les autres sont là sans savoir trop pourquoi. En fait, ça va décupler leur force intérieure. Oui, et finalement, on revient à l'idée que ce sont des gens qui ont répondu à leur pourquoi. Pourquoi je joue au golf, pourquoi je vais m'entraîner. Ils ne vont pas à l'entraînement, ils vont s'entraîner. Quand je dis ça, ils ne vont pas à l'entraînement, ils n'arrivent pas le matin pour voir qu'est-ce qu'on fait. Bon, allez, un peu de putting. Allez, non, d'abord je vais boire un café. Donc, ils ont un plan, ils sont chauds mentalement dès la première fois qu'ils touchent la balle parce que, voilà, ils ont un niveau d'intensité qui fait que c'est une raison d'être. Mais au-delà de leurs aptitudes, comment est-ce qu'ils font pour parvenir à devenir des champions ? Quel chemin est-ce qu'ils empruntent ? Pour moi, ce sont avant tout des gens qui sont des chercheurs peut-être pas comme dans un laboratoire, mais avec la même démarche, c'est-à-dire on ne laisse rien au hasard, on va s'entourer des meilleurs spécialistes et on va aller chercher jusque dans les micro-sensations. Du coup, leur vocabulaire n'est pas le même que celui de Monsieur Tout-le-Monde parce qu'ils vont même parfois créer des nouveaux mots, ils vont jamais être contents. Et là où le technicien ne va pas les lâcher, je pense que sur la partie mentale, ils ne lâchent pas aussi parce qu'ils veulent vraiment avoir une réponse à tout. Et de la même manière, comment est-ce qu'ils maintiennent une motivation élevée tout au long de leur carrière ? Alors, c'est une question qui est d'actualité parce qu'on a vu notamment pendant cette crise sanitaire qu'il y a eu plusieurs types de sportifs. Les uns qui disaient on m'a volé, on m'a enlevé mon jouet, je ne peux plus m'entraîner, il n'y a pas de tournoi. Et il y a une minorité qui a dit si c'est comme ça, on va vite s'adapter, on va recréer quelque chose de performant. Est-ce que c'est une manière de s'entraîner ? Dans certains sports, on a même vu des sportifs qui ont quasiment créé un nouveau geste. Et donc, pour les golfeurs, oui, il y en a certains qui ont transformé leur cave en terrain de putting ou de driving, chacun à sa manière. Donc, c'est aussi ça, la créativité. Et la motivation, c'est quelque chose qui s'entretient. Mais je reviens à la notion de répondre à ces pourquoi. Quand on sait pourquoi, on fait ce qu'on fait, ça donne du sens à ma présence à l'entraînement. C'est là où je peux progresser. Et leur carrière, justement, elle est jonchée de défaites. Est-ce que les champions acceptent plus que les autres leurs mauvais coups, voire leurs défaites ? Moi, j'ai envie de penser que ces gens-là qu'on est en train de décrire, ils comprennent le golf et ils le respectent.
Alors évidemment, tout le monde sait comment ça marche le golf, mais effectivement, le golf, c'est good shot, bad shot, next shot, et ça, on l'oublie souvent. Vous voulez dire de respecter, c'est vraiment la discipline sportive, c'est voilà. Ça qu'il faut respecter. Oui, les codes, les exigences de ce sport qu'on peut très très difficilement comparer à d'autres sports. C'est un sport vraiment à part. J'ai personne en face pour qu'on se tire la bourre, la balle elle bouge pas. Donc il y a beaucoup de temps pour réfléchir, pour gamberger. Et du coup, on revient à ce fameux mindset que vous avez abordé aussi dans d'autres podcasts. Mais juste pour vous donner un exemple, respecter le golf, c'est aussi débriefer, quel que soit le résultat. Oui, parce qu'on a tendance plutôt à débriefer quand tout s'est bien passé. Voilà, donc il y a certains indispensables, des must-have qui font que si je respecte ça, je vais progresser. Pourquoi est-ce que la défaite est plus importante à débriefer que la victoire ? J'ai envie de dire les deux, il faut les débriefer parce que même dans la victoire, parfois on passe vite à autre chose. Mais est-ce que 6 mois plus tard, on se rappelle encore pourquoi j'ai gagné il y a 6 mois ? Quels étaient les ingrédients ? Qu'est-ce qui me fait bien jouer ? Quelles conditions ? Quelle mise en condition ? Et évidemment, la défaite, pareil, il faut être très très pointu, très précis pour identifier les moments qui font que ça marche ou ça ne marche pas. Analyser vraiment très précisément. Oui, pour moi, c'est une question d'être performant dans l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. On entend souvent que les champions recherchent la meilleure des concurrences. Pourquoi ? À quoi elle sert la concurrence pour ces champions ? Une fois qu'on a dit que ce sont des chercheurs, j'ai envie de penser que tout ce qui peut le tirer vers le haut est bon à prendre. Est-ce que c'est la confrontation ? Mais c'est pas des gens qui ont peur de l'obstacle. C'est des gens qui parfois aussi cherchent le conflit, cherchent à provoquer, cherchent à manipuler, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on est dans une période où grâce à Netflix et compagnie, on voit plein de documentaires où on a l'impression d'être dans les vestiaires et on comprend beaucoup mieux ces champions-là. On voit que c'est pas que des enfants de cœur, qu'ils ont de la personnalité, parfois mauvais caractère, mais ça reste des gens qui cherchent, qui veulent être en constante amélioration. Et ça les tire vers le haut, en fait. Oui. Tout ce qui peut me permettre de passer un cap, et parfois c'est changer d'entraîneur. Même s'il est très bon, je vais chercher un qui peut m'amener encore plus loin. Et c'est ça une des différences par rapport aux sportifs lambda ou aux golfeurs lambda. On cherche constamment à sortir de cette zone de confort qui est tellement agréable, mais qui n'est pas compatible avec le très haut niveau. Et est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'ils ont compris que leur véritable adversaire, c'est avant tout eux-mêmes et le jeu de golf ? Oui, alors quand on arrive à cette conclusion, qui à la fois a l'air banale, mais qu'il faut se rappeler tous les jours, parce qu'on cherche souvent des prétextes, on aime bien se plaindre, et le golf, il vous le fait payer. Le golf, il a toujours raison sur vous. C'est un peu comme le casino, il a toujours gagné à la fin. Mais il y a de temps en temps des moments où on peut être malin, parce que le but, c'est quand même de ne pas jouer contre les autres et de commencer déjà à avoir une relation avec le parcours. Aujourd'hui, avec ma forme du jour, je vais essayer de faire le maximum. Parce que le parcours, il bouge, les conditions météorologiques aussi, mais finalement, on sait à peu près à qui on a affaire, sauf que parfois on oublie. Et cette mémoire-là, de ne jamais rien négliger, je pense que ça fait aussi partie des grands, parce qu'ils savent où ils mettent les pieds. Moi, ce que je recherche dans la gestion des émotions, c'est être le plus plat possible, c'est-à-dire pas trop d'émotions, c'est-à-dire que si j'ai un moment un peu de chaud, essayer de rester le plus calme possible, et à l'inverse, si je suis à un moment où je suis un peu trop entre guillemets mollasson, essayer d'arriver un peu à me réactiver, ne pas trop s'exciter, ne pas être à l'inverse trop être trop mou, quoi. Donc ça c'est ce que je recherche dans la gestion des émotions. On vient d'entendre Antoine Rosner, qui a remporté sa première victoire sur le circuit européen fin 2020 et que vous accompagnez depuis 3 ans, nous parler de sa gestion des émotions. Alors concrètement, comment est-ce que les champions arrivent à gérer mieux que les autres leurs émotions ? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai entendu Alain Alberti qui disait « le golf, c'est 70 fois 30 secondes ». Alors, c'est un peu cliché de dire ça, et en même temps, c'est tellement vrai, c'est peut-être les moments les plus importants, sauf que l'être humain, il n'est pas fait
pour compartimenter, pour dire là, il faut que je me concentre, là, je peux me lâcher. Donc, moi, j'ai envie de dire compartimenter, ça fait vraiment partie du mindset, de l'état d'esprit pour s'imposer. Et ça se travaille quotidiennement, pas que à l'entraînement, évidemment, mais aussi quand on fait la queue chez le boulanger, si on travaille sa patience, tous les jours, on a des occasions pour passer un cap. Et le travail avec les golfeurs, là en l'occurrence on a entendu Antoine, c'est un travail de tous les jours. On peut s'appuyer sur des coachs mentaux, mais il y a beaucoup de travail à faire en autonomie, en visualisation, en travaillant ses routines et surtout, c'est presque une formule mathématique, mes routines doivent devenir plus fortes que mes émotions. Et quand on a réglé ça, il y a beaucoup moins d'émotions sur le parcours. C'est ça aussi, mettre l'affect à distance, ça se travaille, que ce soit dans une vie de couple, une vie professionnelle, mais sans ça, on ne peut pas faire grand-chose dans le golf. Et en fait, aussi en situation de stress, si je vous comprends bien, ils transforment leur nervosité en une concentration bénéfique qui finalement améliore encore leur performance. Oui, c'est des gens qui ont compris à quel point il faut être transformateur. De quoi que je tape parfait au practice, c'est une chose, mais 20 minutes plus tard, au départ du 1, quand les genoux sont en train de trembler, qu'est-ce que j'en fais ? Et l'idée, c'est d'accepter, de s'adapter, de connaître ses émotions, mais de savoir aussi les nommer. Là, je suis frustré, là, je suis en colère, là, je suis déçu, et compagnie. Ce qui fait que le stress, il n'est pas bon ou mauvais en soi, c'est la manière, l'angle qu'on choisit pour le regarder. Et si on se dit, OK, je suis dans l'émotion ou j'ai peur de rater, si j'ai bien préparé mon travail et si j'ai un plan, je sais ce que j'ai à faire. Le mot-clé, c'est faire. C'est pas espérer, c'est pas avoir peur, c'est qu'est-ce que j'ai à faire. Et même quand on a peur, on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Justement, à propos de faire, quelle différence fondamentale dans l'entraînement trouvez-vous entre les champions et les amateurs qui nous écoutent ? Moi, je pense que le champion, il se met en condition. Je regarde toujours ce que font les sportifs 5 minutes avant l'entraînement. Il y a un moment où il n'y a plus de portable, où on se rappelle qu'est-ce que j'ai à faire, sur quoi je vais progresser. Un objectif à chaque entraînement et ce n'est pas la fleur au fusil. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde de préparer ses entraînements, d'avoir un objectif pour chaque entraînement, pour passer un cap et être dans cette spirale qui tire vers le haut. Avec votre expérience avec les champions depuis 25 ans et sachant qu'ils sont véritablement habités, comme vous l'avez dit précédemment, par la performance, est-ce qu'ils courent des risques psychologiques au-delà des risques physiques de blessures ? Oui, c'est un job à risque parce que je disais qu'ils sont sur le fil du rasoir. C'est des gens qui vont taper dans les extrêmes, qui parfois n'ont pas de juste milieu. Donc parfois on peut faire une overdose aussi de tout ça, d'où l'importance d'avoir des garde-fous, des gens qui sont bienveillants, des entraîneurs qui sont durs mais qui restent humains. Ça montre aussi à quel point être champion, ça rime pas tout le temps avec l'idée du bien-être, parce que on peut pas monter sur l'Everest en disant peace and love. Il y a des moments où il faut se faire violence. Et cette violence, c'est une rage intérieure, c'est une obsession, comme on a dit tout à l'heure. Et la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait plus tard de ça. Mais c'est sûr, on est sur le fil du rasoir et parfois on paye la note chère. Et vous qui connaissez tellement bien le sport en général, est-ce que les champions peuvent accepter une reconversion après avoir vécu une vie tellement trépidante ? Alors, c'est difficile à accepter, même si on a beaucoup gagné. Moi, j'ai presque envie de dire, avoir un état dépressif en fin de carrière, c'est presque vital, parce que si on ne l'a pas, ça veut dire que ce n'était pas important. Mais il faut aussi trouver son équilibre dans ce déséquilibre-là. Donc, pouvoir en parler, évacuer, mettre des mots là-dessus et après se refixer des nouveaux challenges dans la vie. Parce qu'on parle même on entend les sportifs qui disent même, ils parlent de petites morts, le ressenti est tellement violent. Oui, parce qu'on sait qu'on ne pourra plus jamais revivre ces moments de forte intensité, de reconnaissance et d'adrénaline, ce qui fait que ça reste à un moment donné nostalgique, mais
Moi, ça ne m'étonne pas que certains mettent beaucoup de temps, des années, pour passer à autre chose. Donc en fait, cette nouvelle vie, il faut absolument qu'elle soit préparée. Oui, sauf que quand on enchaîne les tournois, on n'a pas envie, mais le golf permet quand même de créer un réseau, d'avoir des cartes de visite par les pro-am et compagnie, ce qui fait qu'on ne sera pas perdu en termes de relationnel, mais ce qui manque, c'est quelque chose de très personnel, très intime, et peut-être qu'on ne le retrouvera pas après. Et pourquoi en golf, qui est le sport d'une vie, peu d'anciens champions, lorsqu'ils arrêtent leur carrière, arrivent à continuer à jouer juste pour le plaisir? Je pense qu'ils aiment leur sport, mais ils aiment surtout l'odeur de la compétition, de l'adrénaline, du dépassement. Et peut-être que ce n'est pas du tout le même plaisir que de taper juste comme ça pour avoir des bonnes sensations et jouer la gagne sur un grand tournoi, évidemment. Et c'est peut-être aussi très difficile de se voir rater des coups qu'on avait l'habitude de réussir auparavant. Oui, on a sa fierté, son orgueil et aussi son passé qu'on veut préserver. Pour terminer, j'aimerais vous lire une phrase de l'ouvrage que vous avez coécrit avec François Ducasse, intitulé « Champion dans la tête » et paru aux éditions de l'Homme en 2016, car elle résume bien notre discussion. Voilà l'intérêt de l'aventure humaine. Rien n'est déterminé à l'avance, rien n'est jamais sûr, rien n'est jamais perdu. Chaque champion a dû trouver son propre chemin sur la carte du mental. Tous se sont construits selon des modalités diverses, à partir de personnalités, de talents, de difficultés, d'idéaux différents, arrivant au même résultat, au même rêve, chacun à sa manière. Merci Makis pour cet éclairage passionnant sur ce mystérieux mental des champions. Merci Christelle. À nous désormais d'en tirer profit pour acquérir un mental de champion qui nous permette de prendre encore plus de plaisir sur les parcours. D'ici là, bon parcours intérieur.